Eh ben écoutez, si tout va bien, on va pouvoir commencer donc ce premier webinaire de l'année consacré à notre stratégie. C'est d'autant plus sympathique qu'on s'est vu il y a un an pour parler de stratégie et vous allez voir, si vous en souvenez, qu'on n'a pas dit, on a dit quelques bêtises, mais on a dit des choses hyper importantes qui ont fait toute la différence dans nos performances. Nous sommes conseillers financiers spécialisés dans la gestion en ETF. Nous avons deux marques, ETF Finance, qui fabriquent des portefeuilles en ETF, et Luxavi qui les distribue auprès de particuliers, la plupart du temps dans le cadre d'assurance vie luxembourgeoise, mais ça peut être dans le cadre de comptes titres. Moi, je voudrais vous dire que je me situe clairement dans la première catégorie. Dans nos gestions, j'en parlerai un petit peu, je parlerai un petit peu de nos résultats. Cette année, les montagnes russes, parce que on pense que, le marché n'ira pas en ligne droite, surtout à ce rythme, ça risque pas. Ensuite, qu'il y a un gros point d'interrogation sur la géopolitique. Je n'en parlerai pas cette semaine. J'ai un invité exceptionnel la semaine prochaine qui en parlera infiniment mieux que moi. Donc, ça aussi, je vous en reparlerai. Donc, on va faire un petit bilan des marchés, mais ultra subjectif. Moi, ce qui m'a paru intéressant de partager avec vous. On parlera de nos résultats et je vous partagerai mon analyse de marché. Alors, voilà ce qu'on avait dit essentiellement sur les actions depuis un an. On avait dit, donc voilà ce qu'on disait. Alors non, on a dit quand même, je disais quelques bêtises, puisqu'on pensait que la Fed, devant une baisse d'au moins 15 à 20%, elle ferait volte-face. C'était pas assez cher payé, sans doute, et que du fait, les taux se retrouveraient sous les 1,70 parce qu'on ne pensait pas que l'inflation serait aussi tenace. Donc ça, évidemment, ça a été préjudiciable sur la partie taux d'intérêt de nos gestions. Le pétrole à 3 chiffres, ça, c'était bien vu. Allez, je me mets 3 étoiles. C'était bien vu parce qu'à l'époque où on a dit ça, le pétrole était autour de 75 $ et on est monté à 120 et on en a réellement bénéficié. On a un certain nombre d'allocations, vous voyez le zéro ici, qui sont positifs en 2022 et ça, c'est une performance extraordinaire et on en est très content. Et puis après, je ne vais pas commenter toutes les allocations, mais globalement, on fait une très, très, très bonne année d'un point de vue évidemment relatif, et c'est quand même, ce qui importe. Si on regarde, alors là, ce n'est pas les secteurs, mais les secteurs classiques de la bourse, il fallait avoir un secteur et pas deux, c'est le pétrole. Vous savez, le secteur sale, Burke, que personne ne voulait avoir en portefeuille pour des raisons un peu monomaniaques sur le SG. Un autre graphique pour montrer ça, c'est les valeurs pétrolières par rapport à cet indice FANG+. Vous voyez la sous-performance terrible, mais finalement, allez, là, ça commence à surperformer par ici, cette année, en 2022. Ça montait déjà, hein, mais on voit que ça monte à peu près parallèlement et ça surperforme à partir de là. Donc, finalement, pour arriver quasiment à la même performance. Et je pense que les deux courbes vont réellement se croiser dans les années à venir. Voilà pour la photo 2022. Maintenant, je voudrais vous partager ma lecture de 2023. Et pour cela, vous savez que j'apprécie particulièrement d'aller chercher dans l'histoire des périodes qui peuvent être similaires à la période actuelle pour essayer d'en tirer des enseignements. Et la période qui m'a paru être la plus adaptée sont les années 70. C'est pas très original, mais c'est intéressant d'aller au fond de ce qui s'est passé dans les années 70. On est là, vous voyez le slide, commençant en 1971 jusqu'en 77. Vous avez en bleu le S&P 500, en jaune les taux de la Fed et en bleu-vert l'inflation. Alors, et il se passe à peu près ce qui se passe aujourd'hui. On a une envolée de l'inflation, on a la Fed qui cherche à la juguler, et sous ce poids de retrait de la liquidité, le S&P 500 s'effondre.
Alors, si vous jetez un œil aux ordonnées, vous voyez que le S&P 500 passe grosso modo de 120 à un peu plus de 60. C'est une baisse de près de 50%. Donc on n'en est pas là, hein, et je pense qu'on n'en sera pas là. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce slide? D'abord que finalement, il y a un premier retournement de la Fed ici, où elle rebaisse ses taux. Ça n'a absolument aucun effet sur le S&P 500 qui continue de baisser. Et le S&P 500 s'arrête de baisser, ici, à l'été 74. Mon analyse, c'est qu'il sent le retournement de l'inflation. Déjà, la pente ici est beaucoup plus faible que précédemment. Le marché a toujours de l'avance sur l'économie. Vous pourriez presque me dire, bah, à quoi ça sert de regarder l'économie? Bon, c'est un autre débat. Mais je pense que le sujet, c'est le marché devine le retournement de l'inflation et rebondit. Et rebondit même fortement. Et le début est très violent. Les premiers mois, jusqu'ici, c'est extrêmement violent. Et la totalité de la hausse, c'est 63%. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le marché doit rebondir de 63%, parce qu'évidemment, il n'a pas baissé de 45%. Mais ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est qu'il a regagné les 4/5 de la baisse. Voilà, et c'est peut-être quelque chose à garder en tête. Et puis après, le marché ne fait plus grand-chose. Il y a, au début des années 80, une nouvelle vague inflationniste. C'est une autre histoire, peut-être pour plus tard. Ça, c'est le graphique aujourd'hui. Ben voilà, aujourd'hui, vous avez le retournement des marchés au mois d'octobre parce qu'on a le pic d'inflation en même temps. Cette fois-ci, il n'a pas senti venir avant, c'était concomitant. Les taux de la Fed, eux, continuent de monter, mais le marché nous dit ils ne vont pas aller très loin. Pourquoi il nous dit ça? Parce que les taux à 2 ans, eux, ont commencé à se retourner, ont commencé à baisser. Donc ça, c'est un point ultra important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le marché et la Fed nous racontent 2 choses différentes. En fait, c'est un peu comme si la Fed voulait un peu retenir le marché de peur qu'il parte trop en avant, parce que s'il part trop en avant, il y a potentiellement un effet richesse derrière et un retour de l'inflation. Donc, pour s'assurer de la réussite de sa politique, la Fed est obligée de retenir au maximum sa politique et son discours. Donc, ils vont rester, je pense, au quiche dans le discours. Reste à savoir comment ils seront dans les actes. Et ça fait partie des risques majeurs pour 2023. Mais en tout cas, pour l'instant, on a ce retournement de l'inflation qui porte les marchés financiers. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Je pense qu'ils ont raison. Je pense que les bénéfices par action sont trop élevés et qu'ils vont être révisés. Mais si je reviens en arrière sur les années 70, ce qu'on va voir est très intéressant. Souvenez-vous, le S&P 500 là, qui fait un pic à l'été 74, mais ça correspond à quoi sur les bénéfices? Ça correspond à un retournement des anticipations de bénéfices. Et les bénéfices baissent pendant un an, et le marché, pendant un an, bah, il prend quasiment 50%, entre 40 et 50%. Ça démonte tout à fait l'argument que les bénéfices doivent absolument monter pour avoir un marché haussier. Et ça, le marché qu'on a depuis le mois d'octobre, alors évidemment avec une correction en décembre, ok, c'est ce qui nous dit. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a réellement un changement fondamental de moteur de marché qui sont la perspective de disparition de l'inflation, un rythme qu'il faudra voir. Moi, je pense, et je vais vous montrer pourquoi, que ça sera plus rapide que ce que ne croit le marché.
Et donc, quand vous valorisez les actions et qu'au au dénominateur, vous avez les taux d'intérêt qui s'effondrent, alors la valorisation doit remonter. Et que c'est un moteur, le moteur des taux est un moteur plus puissant que le moteur des résultats. Et ce modèle anticipe une chute vertigineuse jusqu'à des niveaux de déflation début 2024. Alors ça, c'est notre lecture globale des marchés. Vous souvenez, depuis quelques années, on a créé des indicateurs pour essayer de lire le marché et de nous donner des signaux de vente ou des signaux d'achat. Alors, comme on est dans un cas un peu moins extrême de marché aujourd'hui, heu, on ne cherche pas forcément clairement un signal de vente ou un signal d'achat ou un signal d'achat. Je voudrais quand même vous en présenter 3. Un qu'on a écouté dans nos gestions, et qui nous a été, fort utile, c'est le ratio des mines d'or sur l'or. Parce que dans les mines d'or, il y a 2 composantes. Il y a l'or, mais il y a les marchés. C'est difficile aux mines d'or de progresser lorsque le marché s'effondre, même si l'or progresse. Mais c'est souvent les premières à repartir, heu, parce que les marchés repartent toujours dans l'attente, dans l'anticipation d'un changement de politique monétaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait simplement? On a créé une moyenne mobile pour filtrer ce ratio et on a dit: bah, quand si une fois que le marché baisse, évidemment, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt si le marché, est en tendance, mais si le marché baisse et que ce ratio repasse cette moyenne mobile, alors c'est un signal d'achat. Et vous voyez que c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. Là, je me suis arrêté à 2018, mais on aurait pu le tirer, avant. Ça, et là encore, ça nous a donné un signal d'achat ici au mois d'octobre qui nous a permis d'acheter dans de bonnes conditions. Alors comme référence, je mets le S&P 500, mais évidemment, c'est pas forcément pour acheter du S&P 500, hein, mais on va dire que c'est notre baromètre, global des actions. Les convictions, pour cette année qui débute, on va regarder les actions à bienveillance, mais surtout sans complaisance. Ne me faites pas dire que je suis optimiste, je suis plus optimiste que le consensus. Vous vous souvenez en octobre, ce qui a fait monter les marchés, c'est de mauvais chiffres d'inflation. Quand les mauvais chiffres d'inflation ont d'abord fait dans les premières heures baisser le marché et puis remonter ensuite, ce jour-là, j'ai dû le mettre sur LinkedIn, j'ai dû faire un post là-dessus. J'ai dit peut-être est-ce un retournement fondamental du marché quand une mauvaise nouvelle ne fait plus baisser le marché, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs. Eh bien, peut-être que le scénario 2023, c'est lorsque vous voyez que les chiffres d'inflation un peu en dessous du consensus, donc des bonnes nouvelles, font vraiment bondir les marchés. Même encore, ça a eu un peu de mal à démarrer, mais même hier. Eh bien, lorsque des bons chiffres d'inflation ne feront plus monter les marchés, alors on ira voir ailleurs. Notre métier, construire des stratégies en ETF et les mettre soit vous vous abonnez pour y accéder, soit on les met en œuvre pour vous ou vos clients au sein de comptes titres et d'assurance vie. On en a une vingtaine. Je vous en ai cité quelques-unes. 7. J'ai eu du mal à me limiter parce que franchement, je les aime bien. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y en a 4 qui existent déjà et il y en a 3 qu'on vient de lancer. Rapidement, comment ça s'est comporté l'année dernière, ces allocations? Je voudrais juste, voilà, vous signaler que Avgots et Reopen, en fait, non, excusez-moi, voilà, oui, c'est ça. Avgots et Reopen, l'année dernière, ont eu une performance positive, que cette année, ça démarre de manière canonissime, et même winner-loser avec. FlexCount, c'est plus calme. Que nos nouvelles créations aussi commencent l'année de manière très très bien. Peut-être que c'est à l'image du reste de l'année, c'est-à-dire que vous voyez que finalement, sans action, on arrive à performer. Et toujours concernant ces portefeuilles, voilà, je voulais faire un moment d'autosatisfaction. Euh, oui, Virginie, je vous réponds après. Euh, Avgots, deuxième percentile. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un percentile, vous prenez un univers de fonds, vous le découpez en 100 parties,
et vous voyez comment vous êtes classé. Et alors, pardonnez-moi, j'ai une fenêtre qui s'est mise sur mon écran. Voilà. Et Reopen, troisième percentile. Et en l'occurrence, comme la catégorie avait 2223 fonds, ça veut dire qu'en étant dans le deuxième percentile, vous êtes dans les 40 premiers sur 2200. Donc, ce sont des performances tout à fait exceptionnelles. Vient le moment peut-être que vous attendez tous, pour lequel vous êtes restés aussi longtemps avec moi, quasiment 1 heure, moment durant lequel je vais vous donner les 10 ETF que je favorise pour l'année prochaine. Là encore, je ne vais pas tous les citer, mais vous reconnaîtrez qu'il y a de l'exposition à la Chine, qu'il y a de l'exposition à l'immobilier, qu'il y a de l'exposition au pétrole, qu'il y a de l'exposition aux dividendes élevés, aux pays émergents. Tout ça est assez cohérent avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Merci Mylène, merci beaucoup. Merci. Mylène fait partie des conseillers financiers avec lesquels on travaille. Je me permets de le dire, c'est pas un secret. J'espère que vos clients sont contents et merci d'avoir assisté à ce webinaire. Ah bah ça c'est un vrai compliment Stéphane, hein. Parce que vraiment, c'est toute l'ADN que j'essaye de mettre dans les présentations, dans tout ce que je dis tout au long de l'année, c'est comment essayer de faire en sorte que vous appreniez quelque chose. Mais ce qui se passe, et c'est ça aussi l'ETF, on dit ah ça a su un indice, non, l'ETF permet une liberté de gestion. Moi, j'ai pas de produit à vendre, je vous vends un service. Donc ma parole est libre. Tous mes voeux, bonne année, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à chaque webinaire. J'espère aussi qu'on va travailler ensemble. Appelez-moi, appelez-nous. Véronique sera aussi ravie de vous appeler et de vous informer. Très bon week-end, à très bientôt. Bye à tous.